Radio Campus Paris. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris. On poursuit notre série d'interviews sur les régionales en Ile-de-France. Notre invité aujourd'hui, Aurélien Véron. Aurélien Véron, vous êtes le président fondateur du Parti libéral-démocrate, un parti que vous avez fondé en 2008, un parti de centre droit qui souhaite reconstruire un pôle libéral tout en conservant une autonomie pour rassembler le plus largement possible. Cette année, vous êtes tête de liste en Ile-de-France pour les élections régionales. À noter que vous avez aussi écrit un livre, Le Grand Contournement, paru chez Temporis Éditions, dans lequel vous faites de nombreux constats et des propositions comme par exemple alléger et rendre plus juste l'impôt ou encore abolir la loi sur le renseignement. Mais ce soir, nous allons parler des régionales en Ile-de-France. Bonsoir Aurélien Véron. Bonsoir. Alors première question, comment s'est passée votre campagne dans cette semaine si particulière suite aux attentats qui ont touché la France le 13 novembre dernier ? D'abord, samedi matin, le réveil était un réveil très douloureux, un réveil chaos, il faut le dire. Je crois que nous avons tous pris tout le week-end pour nous remettre des émotions et faire le deuil, un deuil très court. Et puis recommencer à vivre, parce que l'essentiel face à cette guerre terroriste, c'est de vivre. Ce que veulent les terroristes, c'est qu'on arrête notre train de vie, c'est qu'on arrête de picoler, qu'on arrête les terrasses, qu'on arrête le train de vie français. Non, donc dès dimanche soir et dès lundi, il a fallu reprendre la vie. La campagne était suspendue parce qu'on avait l'esprit ailleurs. On avait l'esprit sur nos libertés, sur ce qui fait la France, la liberté. Et puis, petit à petit, dans la semaine, nous avons repris l'action de campagne, parce qu'elle est très courte, elle est demain, et nous n'avons pas les moyens des grands partis. Et puis l'enjeu aussi, c'est d'avoir des propositions, notamment dans la panique institutionnelle actuelle. Les dérives que nous constatons du Parlement, du gouvernement, qui finalement sont en train de mettre en œuvre des mesures du Front National, qui, il y a 20 ans, proposait déjà les mesures qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Je crois que c'est important qu'il y ait une voix de liberté qui s'exprime. Liberté ne veut pas dire pas de fermeté, il faut des ripostes très dures. Mais l'arsenal législatif et l'arsenal judiciaire existaient déjà avant ces textes d'urgence actuels. Et je crois important aujourd'hui de rappeler que la société civile peut attendre des réponses musclées sans forcément voir ces libertés disparaître. Vos meetings, vos distributions de tracts, n'ont pas été perturbés. On sait que certains candidats ont dû revoir un peu leur programme au niveau des meetings notamment. Nous les avons suspendus cette semaine et nous reprenons demain matin avec beaucoup d'énergie et de conviction. D'accord. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et parler des transports. Vous souhaitez les ubériser. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, Uber est une boîte américaine qui a bousculé une corporation française, celle des taxis. Les taxis, depuis le rapport Armand-Rueff, c'est une corporation compliquée, difficile, que tout le monde veut faire tomber. Tous les rapports Attali et autres ont mis le doigt sur cette corporation. Personne n'est arrivé à la démonter. Une petite révolution technologique l'a fait sauter. Elle existe toujours, mais les VTC et Hitch aujourd'hui et des boîtes françaises offrent à tous les passagers, les citoyens, des offres alternatives aux taxis beaucoup moins chères, beaucoup plus flexibles. Nous voulons appliquer la même chose aux transports en commun. La différence peut-être entre les transports en commun et les taxis, c'est que les transports en commun, c'est un service public. C'est un service public ou privé par délégation de service public, mais c'est un monopole. C'est un peu comme la corporation des taxis. Nous voulons l'ouvrir à la concurrence. C'est déjà le cas sur des distances de plus de 100 km grâce à Emmanuel Macron, notre ministre de l'économie, qui défend lui aussi la concurrence. Nous pensons que la concurrence apporte du service aux clients, que la concurrence crée des emplois et pas des emplois inutiles, des emplois qui apportent vraiment une plus-value quotidienne aux utilisateurs de ces services. Et nous pensons que si les plateformes utilisées pour les services individuels de transport comme les VTC s'appliquent au transport collectif, nous pouvons avoir demain des navettes, des bus, des express qui viendront étoffer le réseau de trains, le réseau de bus public. Mais ça ne va pas poser un problème si par exemple une ligne n'est pas assez rentable, elle peut quand même être très utile pour certaines personnes, mais si elle n'est pas assez rentable, elle serait tout simplement supprimée ? D'abord, le service public actuel n'est pas remis en question dans notre proposition. On peut la faire évoluer, d'ailleurs elle évolue constamment, mais très très lentement, c'est ce qu'on lui reproche. Il faut la moderniser. Concernant les trains, il faut certainement investir, mais ça, je veux dire, tout le monde propose d'investir dans les trains, c'est pas nouveau. Les RER, ceux qui prennent le RER A, B, C et les autres lettres sont dévastés tous les jours par le niveau de délabrement de ces rames, donc l'investissement est nécessaire, on ne va pas les supprimer. En revanche, je crois que dès qu'on s'éloigne de Paris, parce que Paris est très dense, a une densité de transport extraordinaire, mais dès qu'on s'éloigne de Paris, plus on s'éloigne de Paris et moins il y a de transport en commun. Aujourd'hui, 75% des Franciliens utilisent la voiture. Alors, il y a une révolution de la voiture qui est en cours. Voiture propre, électrique, voire hydrogène liquide en Allemagne qui va arriver en France un jour. Voiture sans conducteur peut-être un jour. Avec la Smart City, peut-être des voitures sans conducteur pilotées par des logiciels urbains qui vont gérer les trafics. Mais tout ça, c'est pour dans 10 ans, ça va très vite, 10 ans. En tout cas, on a une révolution technologique devant nous. Il faut être prêt à peut-être remettre la route
en service, route pour les voitures propres et route pour les transports en public concurrentiels. Et vous pensez que la route, justement, ça peut être une solution pour la région? Par exemple, je pense au service Autolib qui a été mis en place sur Paris. Est-ce que la région pourrait envisager un service similaire avec les nouvelles technologies, justement, mais qui s'étendrait à toute la région Île-de-France? Oui, ça se met déjà en place. Blablacar propose du covoiturage. Mais Blablacar, c'est pas la région. Non, mais la région peut favoriser ce genre d'initiative et mettre des bornes électriques, par exemple, beaucoup plus nombreuses que juste ce qu'on a à Paris ou en périphérie pour Autolib. Je crois que demain, ce que j'entends par le marché, c'est toutes ces initiatives privées de start-up qui deviennent gigantesques quand ça marche et qui offrent des vraies idées nouvelles. La région, elle n'est pas là pour bâtir, elle n'est pas là pour construire, elle est là pour favoriser et accompagner. Je suis pour refonder la région, non pas sur la notion de dépenser l'argent public dans des projets planificateurs à l'ancienne, mais pour être une région qui fertilise un terreau qui est très créatif. On a aujourd'hui énormément de start-up à Paris et dans la région parisienne, dans les Yvelines, en Seine-et-Marne, on a aussi un centre d'études de chercheurs sur l'urbanisme durable qui est très important pour la région. Jouons sur ces acteurs-là. La région n'a pas vocation à prendre la place des acteurs qui innovent, ceux qui embauchent, ceux qui font de l'innovation, ceux qui trouvent des solutions. Ce sont des entreprises, c'est des chercheurs, c'est des ingénieurs. La région est juste là pour les aider. On sent quand même un discours assez sceptique au niveau de la région. Vous dénoncez dans votre programme le nombre important d'élus dans la région et vous souhaitez réduire ce nombre d'élus. C'est quoi pour vous un nombre idéal d'élus en Île-de-France? La région Île-de-France, c'est 209 élus demain. C'est 208 aujourd'hui, ce sera 209 après le 13 décembre. 209 élus pour une région. Par comparaison, le Grand Londres, c'est 24 élus. 209 élus, vous imaginez un bureau avec 209 personnes, personne ne prend la parole, donc il y a un petit comité qui pilote et puis tout le monde en fait est absent, l'absentéisme est dramatique. En dessous de ce Grand Paris, on a la métropole du Grand Paris. En dessous de cette région Île-de-France, on a la métropole du Grand Paris, la Société du Grand Paris, qui démarrait avec 450 élus au départ. Plus que 200, parce que le canard enchaîné et puis des petites polémiques ont mis la pression. Sous cette métropole et cette Société du Grand Paris, on a 8 départements, avec des conseils départementaux. En dessous de ces conseils départementaux... Donc pour vous, c'est beaucoup de monde. C'est un millefeuille totalement indigeste, c'est un millefeuille ruineux, c'est un millefeuille de connivence, parce que les mêmes se retrouvent à toutes les strates. Pour le francilien que je suis, c'est incompréhensible. Si vous me demandez quel est le bilan de Jean-Paul Luchon, je peux pas vous le donner, je ne connais pas son bilan, il n'y a pas de bilan, on ne sait pas ce qu'ils font, on sait juste qu'ils dépensent 5 milliards d'euros, que la dette a progressé de 135% en 10 ans, la dette, c'est les jeunes qui vont la payer. Mais alors, moi ce que j'aimerais comprendre, c'est pour vous, ce serait quoi un nombre idéal d'élus, combien d'élus il faudrait pour que la région soit plus efficace? Déjà, divisons par 2 le nombre d'élus, 100 élus, c'est déjà énorme. Je pense que 100 élus, c'est un premier pas vers quelque chose de raisonnable. Aucun cumul des mandats. On est à la région, eh bien, on abandonne ses mandats si on est adjoint au maire, si on est député, si on est conseiller départemental, et puis 2 mandats maximum successifs. Une fois qu'on a fait 2 mandats, vous savez, on s'encroute, on prend des vieilles habitudes, des mauvaises habitudes. 2 mandats successifs, c'est très bien, laissons la place aux jeunes de manière régulière. On peut faire d'autres mandats municipaux et autres, mais il faut arrêter cette gabegie. Vous savez, aux urnes aux citoyens, c'est une plateforme expérimentale. Nous avons réuni 3 partis. Génération Citoyen, qui est présidé par Jean-Marie Cavada, ce journaliste qui nous a fait marcher dans le siècle et qui est aujourd'hui député européen. Pierre Tavares, Île-de-France Plus Juste, qui est en Seine-Saint-Denis, quelqu'un d'extrêmement dynamique. Et puis mon propre parti, le Parti libéral-démocrate. Nous avons choisi non plus de fonctionner comme les vieux partis de manière verticale avec un chef et un ordre caporaliste, mais de manière collaborative. Je crois que le collaboratif, c'est l'avenir de l'organisation des entreprises. Ça doit être celui de la politique. Donc nous faisons de la politique autrement. Moi, je suis un peu de centre-droit, d'autres sont centre-gauche. On a choisi de ne pas se positionner sur l'échiquier politique. On n'est ni de droite, ni de gauche, parce que... même plutôt de droite, quand même. Non, Pierre Tavares se trouve plutôt à gauche. Nous sommes réunis ensemble, et voilà, on a les mêmes valeurs sur les référendums et la démocratie semi-directe. On a la même vision du développement des services des transports publics et concurrentiels à côté. On a la même vision de l'innovation et de la croissance, parce qu'on peut être de gauche et de droite et se dire on en a ras-le-bol de cette droite, les Républicains, et de cette gauche, Parti socialiste, qui verrouille tout. Donc nous faisons de la politique autrement, c'est expérimental, c'est un premier essai, il y aura d'autres élections derrière, mais si nous, citoyens, qui ne sommes pas des apparatchiks, on ne vit pas de la politique, on vit pour la politique, de droite et de gauche, on travaille ensemble sur les mêmes valeurs et les mêmes propositions, parce que ce que je vous livre là, reconnaissez que c'est quand même assez audacieux, ça prouve que l'avenir est ouvert, parce qu'on peut être de droite et de gauche, se tenir la main et travailler ensemble sur la même plateforme. Aux urnes de citoyens, c'est la révolution par les urnes, c'est une autre manière de voir l'engagement politique. Alors, continue un peu de parler de vos projets. Vous avez évoqué déjà le Grand Paris. Est-ce que c'est pas aussi un moyen de simplifier le millefeuille territorial francilien que ce Grand Paris ?
Alors, vous avez 2 Grands Paris. Il y a la métropole du Grand Paris qui réunit des communes. Donc d'en bas, il y a une pression bottom-up en quelque sorte, de gens qui se réunissent. Et puis il y a la Société du Grand Paris qui au contraire est top-down, c'est-à-dire que l'État crée cette structure, choisit 210 élus qui vont être grassement rémunérés pour finalement valider ce que l'État va décider. Et en gros, qu'est-ce qu'il va décider ? On va dépenser 30 milliards d'euros dans des chemins de fer qui sont un peu les transports du passé dans des zones à faible densité urbaine. Les 30 milliards, on ne les a pas. Personne n'a évalué le coût de fonctionnement de ces 4 nouvelles lignes, donc on ne sait pas combien ça va coûter une fois qu'on aura dépensé ces 30 milliards. Et puis le train, encore une fois, c'est des gros flux, mais c'est minuscule par rapport aux besoins des Franciliens. Cet argent devrait être mis ailleurs. Donc vous voyez bien qu'en dessous de cette région qui est élue, on a une Société du Grand Paris qui n'est pas élue. Ce sont des élus qui vont en fait obéir aux ordres de l'État central. Est-ce qu'on veut encore une Île-de-France aux ordres de l'État ? Est-ce qu'on ne veut pas une Île-de-France qui soit créative, innovante, libre, agile ? Moi, je veux une région agile et qui entraîne de la formation réactive, de la formation ciblée sur ceux qui en ont besoin, des pôles d'innovation, des clusters dynamiques. C'est fini la planification à l'ancienne. Alors vous dites que l'argent qui est mis sur le Grand Paris pourrait être mis ailleurs. Pour vous, c'est quoi la priorité concrètement aujourd'hui ? C'est l'emploi. C'est l'innovation. L'emploi de demain, c'est l'innovation d'aujourd'hui. Jouons l'innovation. Vous savez, le premier cluster qui existait et qui a créé beaucoup d'emplois dans son sillage, c'est à Grenoble. Grenoble, il n'y a pas de transport en commun, il y a très peu de transport en commun. J'exagère. C'est encastré dans une vallée, c'est inaccessible. C'est un des premiers pôles français d'innovation et l'emploi a progressé derrière grâce à ces innovations technologiques. L'Île-de-France, la circulation est essentielle parce qu'on le vit au quotidien et que si on passe 1h30 dans les transports délabrés, c'est l'enfer pour beaucoup de Franciliens. Mais la priorité absolue, c'est l'emploi. L'emploi, c'est nos pôles de compétitivité, dans l'audiovisuel, en Seine-Saint-Denis, dans l'urbanisme durable, en Seine-et-Marne, le plateau de Saclay, dans l'Essonne, qui est lié avec les Yvelines, où il y a beaucoup de technologies aussi aéronautiques, électroniques. Donc, tous ces pôles d'innovation dans tous les départements qui entourent Paris, et puis dans Paris aussi, il ne faut pas non plus négliger Paris, c'est ça l'emploi de demain. Simplement, aujourd'hui, c'est figé, parce que la région ne joue pas son rôle. La région, elle veut dépenser de l'argent, mais elle ne veut pas faire travailler les gens ensemble. Parce que les élus, aujourd'hui, la classe politique que nous rejetons, enfin que nous trouvons pas à la hauteur, elle n'a jamais mis les pieds dans une entreprise. Et ce que nous voulons, nous, cette liste aux urnes de citoyens, c'est une liste d'abord composée des gens qui ressemblent à la société. On a des fonctionnaires, des entrepreneurs, des indépendants, des commerçants, des salariés. On est issus de la société civile, on est peut-être des amateurs en politique, on le fait de manière pro, et notre ambition, c'est de réunir des gens qui aujourd'hui ne se parlent pas. Je prends un exemple, plateau de Saclay. Nous avons les meilleurs chercheurs au monde, des milliers de chercheurs, avec des pôles d'ingénieurs, on a Polytechnique, on a des plateaux exceptionnels de recherche et d'ingénieurs. Les ingénieurs et les chercheurs ne se parlent quasiment pas. Déjà, mettons-les autour d'une table pour que les brevets des uns soient exploités par les autres. Les entreprises ne sont pas présentes. À quoi ça sert de faire des brevets et à quoi ça sert d'être chercheur si on ne peut pas créer une entreprise pour ensuite construire un projet destiné à des clients ? Et puis après, il n'y a pas d'argent. Eh bien, il faut attirer des investisseurs qui vont venir autour de la table. Et une fois que ces investisseurs, ces entrepreneurs, ces chercheurs et ces ingénieurs vont travailler ensemble, ça va être tout simplement de la bombe. Et c'est ça l'emploi de demain d'Île-de-France. C'est ça la priorité pour nous. Alors, on va parler un peu maintenant de stratégie politique. Le premier tour, c'est le 6 décembre. Vous, c'est quoi votre objectif en termes de voix ? L'objectif, c'est d'être au-dessus de 10%, évidemment, mais compte tenu de notre notoriété et puis du fait que c'est une première étape expérimentale, encore une fois, cette plateforme aux urnes de citoyens, c'est très récent. Arriver au-dessus de 5%, ça serait déjà un énorme exploit. Et au second tour, est-ce que vous pensez déjà rallier une liste ? Franchement, si on a créé cette liste et si on s'est rassemblé des gens de droite et des gens de gauche sur des idées très concrètes, parce qu'on va parler peut-être de des votations, des référendums régionaux, c'est qu'on a quand même envie de changer les choses, de bousculer la table. Donc l'idée d'aujourd'hui de dire on va se rapprocher de la droite ou de la gauche, de Barthelone, Pécresse ou d'autres, non, c'est pas dans notre ADN. Notre ADN, c'est de créer une force politique durable, collégiale, collaborative, horizontale, pour préparer la suite. Donc nous verrons le dimanche soir notre score, ce qu'on peut en faire, mais on veut créer une dynamique citoyenne, durable, longue, et on n'est pas là pour des strapontins. Alors, il ne s'agit pas d'être sectaire dans son coin, avoir des élus, évidemment, c'est important. Mais on veut des élus pour introduire des référendums, créer une culture du référendum continue, pour changer la démocratie qui aujourd'hui est malade. On veut des services publics qui soient complétés par une vraie concurrence des transports, parce que c'est un marché, les transports. On veut de l'innovation et une région agile, flexible, pas une région bureaucratique, d'apparatchiks qui sont dans leur fauteuil à vivre de nos impôts. Il faut changer cette mentalité d'élus aujourd'hui, et donc on veut renverser la table, et pour l'instant, l'idée d'alliance n'est pas dans notre vision des choses. Quelle est la réaction des gens que vous rencontrez quand vous leur parlez de votre parti, qui n'est pas très très connu quand même aujourd'hui ? Aujourd'hui, quand on parle de politique aux Français, ils sont juste désespérés. Je rappelle que le premier parti de France, c'est l'abstention. C'est pas le Front National, et c'est encore moins le PS ou les Républicains. L'abstention sont des gens qui ne croient plus dans la démocratie. C'est pour ça qu'on leur apporte un outil
qui est la démocratie continue, c'est-à-dire au lieu de faire des votes pour une liste tous les 6 ans, ce qui est le cas du Conseil régional, vous l'élisez le 13 décembre, et jusqu'en 2021, vous n'entendrez plus parler du Conseil régional. Il montera les impôts tous les ans, sans que vous ayez votre mot à dire. Il dépensera sans que vous ayez votre mot à dire. Il aura des grands projets sans que vous ayez votre mot à dire. Nous, on dit stop. Nous voulons la démocratie semi-directe. La démocratie semi-directe, c'est-à-dire nous voulons introduire une culture du référendum permanent. Tous les ans, nous aurons des référendums sur des sujets budgétaires, structurels et fiscaux. Prenons le cas des Jeux Olympiques 2024. Pourquoi ne pas demander aux Franciliens s'ils sont prêts à donner de leur argent en tant que contributeurs fiscaux, en tant que contribuables, pour financer ces Jeux Olympiques? Certains vont dire c'est formidable les Jeux Olympiques, ça fait rayonner la France, c'est des emplois, des commerces. D'autres diront c'est une gabegie, ça ne sert à rien. Mais on sait quand même que le problème des référendums, c'est que c'est surtout les gens qui s'identifient aux problèmes qui vont se déplacer. Est-ce que ça va pas être un problème des Jeux Olympiques? C'est pas un problème les Jeux Olympiques, c'est un projet. C'est une problématique, disons. Non, c'est un projet. C'est un projet qui est coûteux, mais qui fait rayonner la France. Voyons si les Franciliens qui sont concernés au premier plan sont pour ou contre. Moi, c'est pas un projet de droite ou de gauche. Il y a des gens de droite qui sont pour, des gens de gauche qui sont contre. Le référendum permet de transcender le clivage gauche-droite, qui est abominable aujourd'hui parce qu'on en a ras-le-bol, et de dire j'ai mon avis à donner là-dessus. Les premiers référendums, il y aura sans doute peu de participation parce que les gens seront désabusés. Si ça marche et que tous les ans, et peut-être un jour tous les trimestres, en Suisse, je rappelle que c'est tous les trimestres, on vous sollicite pour construire une tour, pour les Jeux Olympiques, pour créer une patinoire, avec des questions budgétaires d'ailleurs. Est-ce que vous êtes prêt à payer ça comme contribuable pour tel projet? Et que les gens sont habitués à être sollicités, vous verrez que l'abstention reculera. Parce qu'on ne vote plus pour donner un chèque en blanc à des inconnus de la politique ou des gens dont on n'a rien à faire. On vote pour notre vie au quotidien. Le référendum, cette votation, c'est le retour à la citoyenneté. Et les politiques détestent ça. Vous remarquerez que peu de partis politiques défendent la démocratie semi-directe. On n'en a pas confiance. Le gouvernement n'a aucune confiance dans les électeurs. D'ailleurs, le Gorafi a fait une très bonne brève là-dessus que j'ai adoré. 77% du gouvernement n'a pas confiance dans ses électeurs. Ils ont raison. Les électeurs n'aiment pas les politiques. Soit on change d'électeur, soit on introduit le référendum. Nous sommes pour introduire le référendum. On l'aura compris. Merci beaucoup Aurélien Véron d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes tête de liste aux urnes citoyens pour les élections régionales en Île-de-France. Radio Campus Paris.